Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens poursuit ses travaux. Alors, pour le dernier groupe de la journée, il s'agit de manufacturiers et exportateurs du Québec. Bienvenue donc à Mme Véronique Proulx, présidente directrice générale, ainsi qu'à M. Marc-André Gosselin, directeur affaires publiques et gouvernementales. Donc, vous êtes des habitués. Vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour présenter les grandes lignes de votre mémoire. Et ensuite, nous allons poursuivre avec les parlementaires pour une période de discussion. Le temps commence. La parole est à vous. Excellent. Alors, bonjour à tous, Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les députés. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors, Manufacturiers et exportateurs du Québec, c'est une association d'affaires. On représente le secteur manufacturier. Notre mission, c'est de favoriser la croissance des manufacturiers québécois et on les appuie sous 4 facettes. Donc, la main-d'œuvre, l'innovation, l'exportation et la décarbonation. On représente 1100 entreprises qui sont partout au Québec de toute taille, tout secteur d'activité. Alors, tout juste avant de commencer, le secteur manufacturier, brièvement, qui est un de nos piliers économiques. Alors, le secteur emploie un peu plus d'1 demi-million de personnes. Le secteur de la fabrication est encore aujourd'hui le plus grand contributeur au PIB du Québec avec 12,6 %. Nous sommes de grands exportateurs, donc plus de 86 % des exportations sont des biens fabriqués. Et le secteur manufacturier est stratégique pour l'économie et pour les finances publiques du Québec, particulièrement dans un contexte d'incertitude comme nous le vivons aujourd'hui. Pénurie de main-d'œuvre, brièvement. Alors, encore aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre, c'est le plus grand défi à la croissance du secteur manufacturier et également un frein à l'investissement. Donc, on est à près de 23 000 postes vacants dans notre secteur d'activité. Et c'est un défi qui a un impact très concret chez nos entreprises. Donc, plus de 98 % des entreprises manufacturières affichent des postes vacants. C'est un sondage qu'on a réalisé l'automne dernier. Et au cours de la dernière année, les manufacturiers ont laissé 7 milliards sur la table, donc des contrats refusés, des possibilités de croissance auxquelles on n'a pas accédé, mais aussi des projets d'investissement qui ne se font pas, faute d'avoir les travailleurs nécessaires. Alors, vous comprendrez que l'immigration, ce n'est pas la seule solution pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. On a bien sûr l'automatisation, la robotisation, la formation, mais c'est quand même un levier qui est essentiel pour nous. Alors, la consultation prend tout son sens pour le secteur manufacturier québécois. On souhaite s'assurer qu'à terme, on puisse avoir un impact très concret, c'est-à-dire que nos membres partout au Québec puissent ressentir l'impact de la consultation pluriannuelle, qu'il y ait des gains pour eux partout en région. Ma présentation se fera en 4 volets. Alors, je ne vais pas passer au travers de tout le mémoire, bien sûr, mais je vais y aller sous 4 angles. Le premier, les seuils d'immigration. Le deuxième, l'alignement avec les besoins des manufacturiers. Troisièmement, l'immigration francophone. Et quatrièmement, la régionalisation. Alors, sur les seuils d'immigration qui correspondent à l'orientation 12, les consultations des dernières années n'ont clairement pas permis de répondre aux besoins du marché du travail, encore moins à ceux des manufacturiers. Alors, on a besoin d'une consultation, d'une planification plus précise, plus proactive. Et la réalité, c'est que le nombre de postes vacants va continuer à augmenter, sachant qu'on a toujours de plus en plus de départs à la retraite. Alors, je tiens à souligner qu'on appuie fortement la proposition du gouvernement d'augmenter progressivement les seuils permanents à 60 000 en excluant la catégorie diplômés du Québec, du PEC, du calcul. C'est vraiment un pas dans la bonne direction. Ça pourrait nous permettre à terme d'aller chercher beaucoup plus d'immigrants qualifiés pour le Québec. Mais les seuils proposés, pour nous, ne suffisent pas pour répondre à l'ensemble des besoins, dont ceux des manufacturiers. Alors, c'est pourquoi on revient à la charge avec un seuil idéal qui aurait été à 90 000 immigrants pour répondre aux besoins de l'ensemble des secteurs. Lorsqu'on parle d'immigration, on parle de quantité, mais on parle aussi de qualité. Alors, le gouvernement doit s'assurer que l'immigration économique sera bien alignée avec les besoins des manufacturiers. Et là, je me permets d'aller plus spécifiquement sur le PSTQ, sur le volet 3. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse prioriser les métiers les plus en demande dans le secteur manufacturier. Alors, je vais y arriver, quels sont ces métiers, mais je reviens à la notion d'impact. Il faut que la réforme du PRTQ ou PSTQ puisse bénéficier également aux entreprises manufacturières pour qu'on y retrouve des nouveaux arrivants qui ont de l'intérêt, des connaissances, des compétences pour travailler dans notre secteur. Alors, j'arrive à quels sont ces métiers. C'est le volet 2, alignement avec les besoins des manufacturiers. Pour nous, il faut que le secteur manufacturier fasse partie intégrante des priorités du plan d'action sur la main-d'œuvre. C'est une question de cohérence. Le plan d'action main-d'œuvre, ça comporte des mesures au niveau de l'emploi, l'éducation, mais également de l'immigration. Alors, on demande une plus grande cohérence entre les métiers manufacturiers qui se retrouvent dans les grands secteurs prioritaires de l'économie, donc que l'économie supporte,
Je pense notamment à l'aérospatiale, à la batterie, la fabrication d'équipements. Investissement Québec, notamment, supporte des projets d'automatisation, de robotisation dans ces grands secteurs-là. Puis on doit s'assurer que les entreprises qui sont financées pour augmenter leur productivité aient accès aux travailleurs en quantité et en qualité. Alors, c'est pourquoi les 15 métiers les plus en demande, qui est une liste qui est fournie par le ministère de l'Emploi, devraient se retrouver dans le plan d'action main-d'œuvre. Je vous donne 2 exemples, mais il y en a plusieurs autres dans le mémoire. Il y a le métier de tôlier, qui est un fer 2, mais également le métier de soudeur. On a tellement entendu parler des soudeurs. Alors, on pourrait penser à voir s'il y avait une priorisation pour les soudeurs, des métiers, des missions de recrutement international pour les soudeurs. On pourrait penser à des bourses perspectives pour les soudeurs pour valoriser les métiers manufacturiers également. Dans un deuxième temps, le PEC étudiant toujours. Ce qu'on souhaite, c'est que le nombre d'heures exigées pour qu'une formation soit reconnue par le PEC, volet diplômé du Québec, soit revu à la baisse. Alors, présentement, c'est 1800 heures pour que la formation exigée, pour qu'un étudiant soit admissible au PEC étudiant. Or, si on regarde le DEP en tôlerie, c'est 1275 heures. Le DEP fabrication de pièces industrielles et aérospatiales en composite, c'est 1005 heures. Puis c'est dans un secteur d'avenir qui est celui de l'aérospatiale. Ce sont des métiers qualifiés pour lesquels on a des besoins et aujourd'hui, les étudiants étrangers qui voudraient s'inscrire dans ces domaines d'études ne seraient pas admissibles. Troisième temps, rapidement, le IMT ouvert ou dénominalisé, je vais y arriver. Alors, en 2015, dans le secteur manufacturier, on accueillait 651 travailleurs étrangers temporaires. En 2022, on en a 14 796. Ce sont des PME partout en région qui vont chercher des travailleurs étrangers temporaires, aussi des grandes entreprises. Si on pouvait réduire les délais de 3 à 4 mois via un EIMT ouvert, ce serait vraiment une façon de leur donner un bon coup de pouce, de leur permettre d'accéder aux travailleurs dont ils ont besoin plus rapidement. J'arrive au volet 3 sur la francisation qui correspond à l'orientation 1. Alors, bien sûr que les manufacturiers sont favorables au fait qu'on accueille davantage d'adultes qui déclarent connaître le français à l'admission et qu'on tende vers une plus grande immigration économique francophone, mais ça doit se faire en équilibre avec le marché du travail et avec le soutien nécessaire à la francisation. Et j'ai envie de vous dire, ça ne doit pas être un frein à l'attraction des meilleurs talents à l'étranger également. Alors, il devient important de trouver un bon équilibre. C'est pourquoi, dans un premier temps, on propose de réduire l'exigence du français pour les volets 1 à 3 du PSTQ à un niveau 5. Pourquoi? On le voit avec nos entreprises partout en région qui font beaucoup d'efforts de francisation sur le terrain. Quand les gens arrivent avec un niveau minimal de français, ils vont faire de la francisation. Ils sont capables de rapidement augmenter leur niveau, accélérer la cadence. Ils sont en région, ils sont intégrés. Et l'objectif, bien, ce serait d'élargir le bassin de candidats francophones que l'on peut accueillir. Deuxièmement, l'exigence pour les époux ou les conjoints, on propose de l'enlever, encore une fois, pour augmenter le bassin de candidats qui pourraient immigrer vers le Québec. Et finalement, dans la proposition, dans la consultation, on souligne que les étudiants étrangers dans les collèges anglophones doivent avoir la preuve qu'ils ont fait 3 ans dans un lycée français. On propose plutôt de remplacer cette exigence par un test de français parce qu'on a des étudiants bilingues, francophones, anglophones, qui étudient dans les collèges anglophones et qui pourraient se qualifier si on leur permettait de faire le test. Alors, il est impératif pour manufacturiers exportateurs du Québec que toute nouvelle imposition d'exigence de français pour l'immigration s'accompagne d'un meilleur accompagnement en francisation. Rapidement, 3 propositions. La première, de mettre en place des projets pilotes en amont pour faire de la francisation avant que les gens arrivent. Deuxièmement, d'élargir l'accessibilité à la francisation avant l'arrivée au Québec pour couvrir les coûts, les déboursés par les entreprises et par les travailleurs. Et finalement, dans la mesure où vous n'alliez pas de l'avant avec notre recommandation d'enlever l'exigence de français pour les époux, bien, de leur permettre de faire de la francisation en amont également. Dernier volet, la régionalisation. Je pense qu'il y a beaucoup de recommandations qui vont avoir été faites, puis il y a certainement beaucoup de solutions qui pourraient être mises en place pour favoriser la régionalisation de l'immigration. Nous, ce qu'on propose ici, c'est un incitatif financier, comme il se fait pour les étudiants étrangers, comme le crédit d'impôt qui est en place pour les finissants, pour les installer en région. Ce serait de mettre en place un montant, donc 3 000 $ par année pour un maximum de 10 000 pour les nouveaux arrivants qui arrivent à Montréal, par exemple, et qui souhaiteraient s'établir en région. Donc, c'est vraiment, c'est pas ça qui va faire bouger l'aiguille à elle seule, mais c'est une mesure parmi plusieurs qui pourrait avoir un impact concret. Alors, en conclusion, on a publié hier une lettre ouverte dans le Journal de Montréal où on implorait tous les élus à mettre l'économie au centre des priorités à l'aube de la rentrée parlementaire.
Et ça passe notamment aujourd'hui par les choix qui se font en immigration, c'est-à-dire qu'on a besoin, encore une fois, que cette consultation pluriannuelle puisse se traduire de façon très concrète en gains pour les manufacturiers partout en région. C'est avec le manufacturier qu'on va augmenter la richesse du Québec. C'est avec le manufacturier qu'on va réduire notre écart de productivité avec l'Ontario. Et c'est aussi grâce à ça qu'on va être en mesure de financer nos grands besoins en santé et en éducation. Alors, je vous remercie beaucoup. Il me fera plaisir de poursuivre l'échange avec vous. Merci beaucoup, Mme Proulx. Très belle présentation. Nous allons donc commencer l'échange avec les parlementaires et je me tourne du côté du gouvernement pour une période totale de 14 minutes 30 secondes. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Proulx, pour cette présentation effectivement très claire, très structurée, très limpide. Alors, on voit que vous maîtrisez le dossier, que c'est un axe sur lequel vous avez travaillé de longue date au sein de votre organisation. Et comme vous nous avez mentionné, le secteur manufacturier est effectivement un secteur d'importance au Québec. On reconnaît cette importance-là. D'ailleurs, on a accordé beaucoup d'attention au secteur manufacturier dans nos Journées Québec ces dernières années. Donc, particulièrement le secteur de la fabrication et usinage, métiers mécaniques, transformation alimentaire, métiers du bois ont toutes fait partie de la majorité de nos missions de recrutement à l'international et ça va continuer. Donc, c'est sûr qu'on va poursuivre sur cette veine-là. Puis, il y a aussi eu une mission virtuelle de recrutement qui a eu lieu en mai 2022, spécifiquement pour le secteur manufacturier. D'ailleurs, j'aimerais ça, si vous avez l'occasion, de nous parler de des retombées, en fait, des missions virtuelles en comparaison des missions en présentiel, si vous me passez l'expression. Donc, c'est un secteur de grande importance pour nous. Je pense qu'il faut avoir à l'œil l'évolution de ce secteur. Je vous amènerai sur la francisation. Vous avez fait mention là, de vos souhaits en lien avec la francisation. J'entends des échos variables en lien avec la francisation en entreprise. Parfois, j'entends que ça fonctionne très bien. Parfois, les gens ont des réserves. J'aimerais ça que vous nous partagiez votre lecture de comment ça se passe au niveau de la francisation en entreprise. Est-ce qu'on a les bonnes formules? Est-ce qu'il faut bonifier ces formules-là? Est-ce que vous voyez qu'on est, bref, sur la bonne voie? Ou c'est à réviser. Avec Francisation Québec, là, il y a toute l'offre qui vient donc d'être redéployée différemment. Ça va se compléter avec la formation, la francisation en entreprise à partir du mois de novembre. Ça va être chez Francisation Québec que ça va se passer, mais j'aimerais savoir votre écho là-dessus. Excellent. Alors, je vais commencer par l'émission virtuelle versus présentielle. L'émission, je n'ai pas eu d'écho à qu'est-ce qui générait le plus de retombées ou qu'est-ce qui avait le plus d'impact, mais ce qui ressort lorsqu'on parle avec nos membres de l'accompagnement dans le cadre des missions de recrutement, en fait, le besoin, c'est de l'accompagnement sur toute la démarche pour aider notamment les PME à faire du recrutement étranger. Je n'ai pas la donnée par cœur, mais quand on a fait le sondage l'année dernière, on voyait clairement que les PME avaient beaucoup plus de difficultés à faire du recrutement international, notamment pour des TET, par manque de ressources et d'accompagnement sur l'ensemble du processus. Puis je reviens à une donnée que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure. Là, on a 13 000 manufacturiers au Québec. Il y en a juste 1 000 qui ont plus de 100 employés. Alors, quand on parle de TET, c'est beaucoup ces plus petites-là qui en ont besoin parce qu'elles sont moins attractives, elles offrent des moins bons salaires que les multinationales. Mais lorsqu'elles se retournent vers l'international, elles rencontrent plusieurs embûches. Fait que la notion d'accompagnement du début à la fin pourrait être une bonification de l'offre du MIFI pour mieux accompagner ces entreprises-là. D'accord. Et sur la francisation? Sur la francisation, je vais demander à Marc-André d'intervenir. Là, je vais commencer parce qu'on a échangé avec plusieurs entreprises. Il y a effectivement des gens qui disent que ça se passe très bien, d'autres pour qui c'est plus difficile. Généralement, les PME sont celles pour qui c'est plus ardu parce qu'elles ont moins de ressources, moins d'expertise pour aller chercher l'aide dont elles ont besoin. Dans la grande entreprise, on va voir qu'il y a des cohortes, qu'il y a de la formation qui se fait en entreprise. Ce n'est pas nécessairement à la portée de plus petites. Je parlais avec une multinationale qui, elle, fait de la formation elle-même à l'étranger avant que les gens arrivent. Fait qu'il y a un peu un deux poids, deux mesures au niveau de la francisation. Encore une fois, je pense que ce sont les plus petites pour qui c'est plus difficile. Marc-André, je ne sais pas si tu as des précisions dans les échanges qu'on a eus. Oui, bonjour tout le monde. C'est sûr que pour les manufacturiers, ils ont tous intérêt à ce que la francisation se passe bien parce que c'est un enjeu de rétention, c'est un enjeu d'intégration et de succès de l'immigration. Puis ça passe notamment par le marché du travail. Puis c'est notamment pour ça, pour rebondir sur les propos de Mme Proulx, que
C'est très important que la francisation, c'est un processus qui peut être long terme. Et selon ce que les membres nous ont dit, eux autres voyaient une réelle différence quand la personne immigrante arrivait avec une connaissance du français, ne serait-ce que minime. Donc, tous les enjeux de francisation dès l'étranger. Puis on sait qu'il existe des projets pilotes, notamment à l'intérieur des Journées Québec, mais ces mesures-là ont un impact réel sur la rétention des employés et sur leur francisation au Québec. Donc, quand ils arrivent au Québec avec une connaissance minimale de français, ils sont beaucoup plus enclins à suivre les cours de francisation et à progresser à l'intérieur de ces cours-là. Donc, pour nous, c'est une mesure qui a tout son sens et qui, individuellement, lorsqu'on les additionne, peut avoir un impact réel et concret, tant pour la personne immigrante que pour l'entreprise. Merci. Je n'aurais pas besoin de vous convaincre du fait qu'on a un retard en termes de productivité. Est-ce que la situation, le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas l'occasion pour beaucoup d'entreprises du secteur manufacturier de justement investir dans les technologies pour améliorer leur productivité? Est-ce que vous voyez ce passage-là parmi plusieurs de vos membres? Et est-ce qu'il n'y a pas là une voie de solution? Oui, en fait, on le souhaiterait. On le souhaiterait que la pénurie soit un incitatif pour aller de l'avant. On a fait un sondage en juin dernier qu'on a dévoilé avec Desjardins, où on regardait le portrait d'intégration technologique. Et là, on a vraiment fait une distinction entre les entreprises de moins de 100 employés et de plus de 100 employés. Globalement, la majorité des entreprises, c'est près de 50 % ont entamé un processus de transformation numérique. Et quand on regarde au niveau des plus petites, on est à peu près dans le même pourcentage qui n'ont pas rien fait encore, qui n'ont pas entamé de processus. Et quand on pose la question, pourquoi, qu'est-ce qui vous inciterait à aller de l'avant, puis quels sont les freins, la main-d'œuvre se retrouve des deux côtés. Alors, d'un côté, les gens nous disent, bien, on veut pouvoir faire plus avec moins, on manque de main-d'œuvre, ça nous coûte cher, on automatise, on rebaptise. Puis, tu as un autre pourcentage des entreprises qui disent non, pour nous, c'est un frein. On ne va pas investir 500 000, 1 million, 2 millions si on n'a pas l'expertise nécessaire pour faire, par exemple, pour automatiser une ligne de production, puis si on n'est pas sûr d'avoir les gens qui vont travailler, qui vont avoir les bonnes compétences pour travailler sur la ligne. Alors, et je reviens à ma petite encore une fois, celle de moins de 100 employés, ils ont moins de connaissances, moins de compétences, puis ils le nomment pour trouver la bonne technologie, les bonnes façons de faire, puis l'expertise. Fait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de défis dans nos plus petites. Puis le danger, c'est que ce sont les fournisseurs dans les chaînes d'approvisionnement de nos grands donneurs d'ordre. Donc, le retard se creuse, puis ce sont les entreprises qui ont le plus de difficultés aussi à attirer les bons talents. Est-ce que vous diriez que les enjeux de productivité sont pas mal les mêmes à l'échelle du Québec, ou c'est plus en région ou certaines régions? Est-ce que vous voyez des variantes de ce côté-là, ou pas mal tout le monde est à même niveau? Je vais vous dire a priori que tout le monde est pas mal à même niveau. Je dirais plus en termes de taille d'entreprise, mais on est en train de travailler sur une étude qu'on fait avec l'Institut du Québec pour justement regarder par secteur, par région. Okay. Alors, plus tard en cours d'année, je pourrais vous revenir, mais pour l'instant, je n'ai pas vu de grandes variations en termes de région. OK. Parlant de région, donc là, vous proposez, vous considérez que des incitatifs plus importants doivent être déployés. Vous faites référence à des incitatifs financiers pour favoriser la régionalisation de l'immigration. Est-ce que vous avez des suggestions de mesures non financières qui pourraient contribuer à la régionalisation et à la rétention des immigrants? Absolument. Alors, pour nous, puis on en a souvent parlé dans les dernières années, quand les travailleurs étrangers temporaires arrivent en région, qui sont là pour 2 ou 3 ans, ils font de la francisation, ils s'intègrent, parfois ils sont là avec leur famille. Si la société d'accueil est accueillante puis qu'on est en mesure de les intégrer, s'ils ont accès après au PEC ou au PSTQ, il y a de plus fortes chances qu'ils restent en région. Okay? Ça, c'est une première chose. On l'entend beaucoup de nos membres. Le deuxième défi, c'est toute la question de l'accès aux services, du logement, et ça fait longtemps qu'on dit, nous, que nos membres sont prêts à mettre la main à la pâte. Mais ça prend quelqu'un dans chacune des régions qui va concerter les partenaires socio-économiques en éducation, en santé, en habitation, pour être capable que l'offre globale se tienne, qu'elle soit attractive pour que les gens aient envie de rester. Puis nos membres vont vouloir y participer. On a des gens qui vont construire, qui vont acheter des maisons, qui vont les rénover, qui vont louer. Les gens s'investissent pour aider leurs travailleurs étrangers temporaires à trouver des logements, pas leur permis de travail, leur permis de conduire. Alors, il y a vraiment un manque de... On le sait que l'immigration puis l'emploi financent plusieurs organismes, mais il y a un manque de concertation régionale qui fait en sorte que ça devient très difficile d'avoir une offre attractive. Mais nos membres sont prêts à s'asseoir autour de la table et d'y contribuer, ça c'est clair. Est-ce que vos membres seraient à même de partager, dans le fond, leur lecture de la pénurie de logements dans leur environnement, dans leur localité ou dans leur région? Est-ce que c'est des informations dont vous disposez déjà?
pas qu'on dispose présentement. Alors, la question du logement revient tout le temps. On l'avait mis dans notre mémoire prébudgétaire pour le dernier budget. Normalement, les manufacturiers ne parlent pas de logement dans leur mémoire prébudgétaire, mais c'est un des principaux enjeux qui revenait constamment dans toutes les régions du Québec avec toute taille d'entreprise. Mais si on devait mettre en place une forme de concertation, c'est clair qu'il pourrait être là pour partager ces informations-là. Et comment est-ce que vous voyez la discussion sur les permis de travail fermés? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez discuté à l'interne, que vous considérez comme alternative, des permis de travail soit sectoriels ou encore... C'est-à-dire des ouvrir? Des permis de travail, les ouvrir à une région ou les ouvrir à un secteur d'activité donné? Est-ce que c'est une discussion qui accourt chez vous? Bien, en fait, ce qu'on a eu comme information, les entreprises souhaiteraient avoir un permis ouvert au sein de leur organisation pour ceux qui sont multisites. Parce que ça devient difficile si tu as plusieurs sites. Maintenant, quand tu fais venir un travailleur étranger temporaire, tu dépenses 12 à 15 000, tu le formes, de le perdre 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard, c'est quand même difficile à justifier pour l'employeur. Alors, il n'y a pas beaucoup d'ouverture à ouvrir les permis de travail. Et je pense, Madame la Présidente, il nous reste combien de temps? 4 minutes 15. Bien, je vais céder le droit de parole. Merci beaucoup, Madame la ministre. Alors, je pense me tourner du côté de la députée de Soulanges pour 4 minutes 12. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à vous deux. Merci pour votre contribution à nos travaux. C'est vraiment apprécié de vous voir ici en présentiel. Vous venez juste de l'aborder, mais j'aimerais que vous creusiez peut-être un petit peu plus sur les acteurs qui pourraient être autour de la table de concertation. Vous avez mentionné peut-être la MRC, les municipalités, mais pouvez-vous me donner une meilleure idée de qui vous verrez autour de cette table de concertation-là? Oui. En fait, je vais vous donner l'exemple qui avait été présenté il y a plusieurs années. C'était Exceldar, si je ne me trompe pas, à Saint-Anselme, si je me souviens bien, qui était allé chercher... les données, là, c'est loin un peu, mais environ 200 travailleurs étrangers, en fait 200 personnes issues de l'immigration qui étaient à Montréal. Donc, ils les ont amenés avec leur famille à Saint-Anselme, qui n'avait pas à ce moment-là beaucoup d'immigrants, et ils ont mis autour de la table la garderie, le système scolaire, les gens de la ville, tous les acteurs étaient autour de la table. Puis là, bien sûr, c'était Exceldar qui pilotait cette initiative-là pour s'assurer qu'on puisse trouver des logements, pour s'assurer qu'on trouve des places dans les écoles, qu'on accompagne les parents qui ne parlaient pas bien français sur les démarches pour les garderies, les écoles également. Fait que c'était vraiment une offre complète avec tous les intervenants. Encore une fois, c'était piloté par le privé. Je ne pense pas que c'est à la portée de tous, mais je pense que si le MIFI, ça pourrait être le MIFI, je ne sais pas qui est le bon ministère, le bon levier pour coordonner ces gens-là, parce qu'on en a beaucoup parlé avec différents ministères au fil des années, puis ça ne s'est pas concrétisé. Peut-être que ça prend un modèle différent dans chaque région, parce que les structures sont différentes aussi, mais ça prend vraiment des gens de chacune des facettes pour accompagner les gens, tant sur le plan personnel que professionnel. Puis je reviens, parce que chaque fois qu'on en parle, on nous dit, bon, on finance beaucoup d'organismes d'employabilité. Ils ont tous des noms différents. Les gens ne savent pas comment les retrouver. Leur offre de services varie d'une région à l'autre. En termes d'indicateurs de performance, ça aurait peut-être eu de les revoir pour s'assurer qu'ils répondent à l'exigence très claire dont les nouveaux arrivants ont besoin. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Je sais pas, ils font un excellent travail, mais ne sont pas assez connus, puis un manque d'arrimage et de concertation. Je vais laisser... Alors, c'est terminé. Je pense que le député de... la ministre, je vous cède à nouveau la parole. Il reste 1 minute 57. Bien, je vais aller vite. Est-ce que vous croyez que les employeurs sont suffisamment outillés pour accueillir adéquatement et accompagner les travailleurs étrangers qu'ils reçoivent? Parce que souvent, il semble que les équipes qui sont déjà en place avant que les travailleurs étrangers arrivent ne sont pas nécessairement préparés. Est-ce que ça vous semble être un enjeu de votre côté? Bonne question, absolument. Ils ne sont pas bien préparés, ils ne sont pas bien outillés, tant au niveau de comment gérer la diversité et l'inclusion que leurs obligations légales. Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'ils le soient outillés? Qu'est-ce que ça prendrait? Bien, ça prendrait, je vais utiliser le terme accompagnement, c'est galvaudé, mais c'est quand même ça, pour les informer sur leurs droits, leurs obligations, les organismes qui sont là, tu sais, vraiment, il faudrait comme décliner les différents besoins, puis qui peut vous accompagner, qui peut vous aider dans les différentes facettes. Puis aussi, au niveau légal, je reviens aux responsabilités. On a vu que certains employeurs ont été pris au piège, notamment dans le manufacturier, pas pris au piège, mais qui ont mal interprété. Il faut les accompagner. Les gens sont de bonne foi, ils veulent faire venir des travailleurs parce qu'ils en ont besoin. Il y a un volet d'accompagnement, de connaissances, d'information qui n'est pas là. Puis dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, ils n'ont pas toujours les équipes à l'interne ou l'expertise nécessaire non plus.
On va voir de notre côté s'il y a des choses qu'on peut Parfait. initier en ce sens-là. Merci. Ça complète pour moi. C'est complet? Mais il reste 30 secondes. Est-ce qu'il y a des catégories d'entreprises qui sont plus attractives pour la main-d'œuvre que d'autres? Parce que je me souviens, on avait fait une table ronde, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui étaient là, des grosses entreprises. Que les entreprises qui ont des produits finis qui sont connus, des marques connues, résonnent plus auprès des jeunes, auprès des employés. Les entreprises qui investissent davantage en automatisation, robotisation, c'est clair que ça leur offre un environnement de travail qui est plus intéressant, tant pour les nouveaux arrivants que les employés en général. Donc, ce n'est pas des catégories, mais je vous dirais des secteurs. Et plus c'est automatisé et robotisé, plus on retrouve de femmes. Merci. C'est ce qui complète le temps du gouvernement. Bien, on se tourne du côté de l'opposition officielle pour une période de 10 minutes 53 secondes. Le temps est commencé. Combien? 10 minutes 53 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Toujours un réel plaisir vous revoir sur ton commission parlementaire sur l'immigration. Je ne vais pas revenir sur la dernière. Je l'ai dit, écoute, nous sommes heureux de voir que Madame la ministre répare ce qui a été mal fait lors de la dernière en 2019, surtout par rapport au PEC. Et je me rappelle que vous avez beaucoup soulevé le fait que le PEC était un net recul pour garder les travailleurs au Québec. Il y a deux scénarios sur la table. Je vois dans votre mémoire, vous parlez carrément d'un autre seuil. Pourquoi? Le scénario à 60 000 est celui que l'on préconise, qu'on met de l'avant. Et après, l'idée, ça va être de voir combien d'étudiants étrangers on est capable d'aller chercher ou combien d'étudiants étrangers via le PEC on pourrait accueillir. Alors, est-ce que ça va être 10 000, 15 000, 20 000? Pour nous, le seuil idéal est à 90 000. Mais je tiens quand même à le souligner, je trouve que la ministre, le gouvernement avance dans la bonne direction. Et après, quel sera le plan pour attirer davantage d'étudiants étrangers francophones? Encore une fois, 30 000 par année, c'est peut-être beaucoup, mais le seuil pour nous serait autour de 90 000. Et là, on parle du secteur manufacturier. En aucun cas, corrige-moi si je me trompe, les étudiants étrangers ne vont pas combler les postes du secteur manufacturier. Si on peut parler du secteur manufacturier qui, moi je me rappelle de votre dernière étude, je ne sais pas s'il va y avoir une mise à jour, ça a été très alarmant ce que vous avez évoqué. C'est une très bonne étude, une très bonne cartographie de toutes les régions du Québec, avec des besoins énormes. On perdait beaucoup de contrats. Si je me rappelle, en millions de dollars, en un milliard, 17 milliards, je ne voulais pas évoquer, non, 17 milliards de dollars. C'est des emplois qu'on perd, c'est des contrats délocalisés. Mais en termes du manufacturier, vos besoins actuels, vous les chiffrez à combien? En fait, dans le secteur manufacturier, on a 23 000 postes vacants. C'est très difficile de prendre l'ensemble des secteurs et de dire d'ici 10 ans, voici les besoins. On a regardé ce qui se fait au niveau de l'emploi, de l'immigration. On n'a pas été capable de le faire nous-mêmes. L'emploi non plus par ailleurs. Alors, le 90 000, c'est pour l'ensemble des secteurs d'activité. Et quand on regarde les besoins actuels, quand on regarde les projections au cours des 10 prochaines années de 1,4 million, il y a des projections au niveau de l'immigration basées sur la planification pluriannuelle, une augmentation du taux d'activité et des travailleurs expérimentés qui resteraient plus longtemps sur le marché du travail. Ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est que ces deux indicateurs-là n'ont pas beaucoup bougé et c'est pourquoi on dit qu'on a besoin de plus d'immigration pour répondre aux besoins. Mais je reviens, c'est pas juste la quantité. Mon focus aujourd'hui, c'est de dire c'est beaucoup la qualité, donc vraiment l'alignement entre l'immigration et les besoins, parce qu'on pourrait les augmenter à 100 000. Puis s'il n'y a personne qui a de l'intérêt ou des connaissances pour venir dans notre secteur, il n'y aura pas d'impact sur les entreprises manufacturières, on ne sera pas plus avancé. C'est du ciblé, c'est de l'immigration ciblée, des profils très bien ciblés. Exact. Arima? Pardon? Arima, est-ce qu'elle répond aux besoins? Arima, c'est pas clair que ça répondait aux besoins. Okay. Parce que c'est ce qu'on avait sur la table depuis les 5 dernières années. Bon, ça c'est réglé. Temporaire, vous avez vu que les 5-6 dernières années, pour une raison X, ont maintenu à 40 000, 50 000 les seuils. D'autre côté, il y a une explosion de nombre de travailleurs temporaires étrangers. Vous, votre lecture du temporaire ou du permanent? C'est-à-dire notre lecture, est-ce que... Lecture de la main-d'œuvre qu'on a présentement. Vu que les seuils sont limités, il n'y a pas assez de travailleurs permanents qui ne répondent pas. Au fait, la plupart des travailleurs, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a, les postes sont comblés.
Mais de l'autre côté, les employeurs payent des sommes faramineuses pour aller chercher des travailleurs temporaires étrangers. S'ils les cherchent, c'est parce que le besoin, il est là. La question que je vous pose, est-ce que le temporaire que vos entrepreneurs payent, ils payent le prix élevé, vous avez évoqué ça tout à l'heure, est-ce que c'est pour répondre à un besoin permanent ou temporaire? Ah, OK, d'accord. Alors, c'est une très bonne question. Dans la grande majorité des cas, c'est des besoins qui sont permanents. Et c'est pourquoi, pour nous, dans la révision puis dans le projet de règlement qui a été déposé au printemps aussi ou à l'automne, ce qu'on souhaite, c'est que les TET, je reviens là au fait qu'on souhaiterait que dans le PEC étudiant, dans le PSTQ, dans le volet 3, on puisse cibler des métiers priorisés. Donc, les gens qui arrivent sur des TET qui sont en région, qui correspondent, puissent accéder plus facilement. Mais si ces gens-là, si je prends l'exemple de soudeur ou montaulier tout à l'heure, s'ils arrivent puis qu'ils n'arrivent pas à se qualifier dans le PSTQ, le volet 3, bien, c'est des gens qui vont devoir repartir. On souhaite grossir le bassin des travailleurs, ultimement, au Québec, qui ont de l'intérêt, des connaissances, des compétences pour notre secteur. Est-ce qu'on fait fausse route? Est-ce qu'on fait fausse route avec l'explosion du nombre du temporaire, vu que nos besoins, c'est des besoins permanents, et que on est dans une boucle où les gens vont perdre beaucoup de temps et ils risquent de quitter le Québec? En fait, je vais juste revenir tout à l'heure, c'est le volet 2, pas le volet 3. Là, je me suis trompée dans ce que j'ai dit. J'ai envie de vous dire que l'augmentation des travailleurs étrangers temporaires qui fait suite, en fait, aux assouplissements qui ont été négociés il y a quelques années entre le provincial et le fédéral ont beaucoup bénéficié à notre secteur. On le voit dans les données, dans les statistiques. Encore une fois, certains peuvent être temporaires, mais pour la plupart, ce sont des besoins qui sont permanents. Alors, si on est capable de leur donner accès via le PSTQ à l'immigration permanente, encore une fois, on va grossir le bassin. Mais c'est là mon point. On n'a pas ça à l'extérieur du Québec, on l'a juste au Québec. À l'extérieur du Québec, moi, je me mets dans la place d'une entreprise en Ontario, même secteur que vous. Pourquoi ce casse-tête? Si vous me dites que déjà, les besoins, c'est des besoins permanents, pourquoi on va rendre la vie beaucoup plus difficile à nos entrepreneurs? Pour moi, un entrepreneur, surtout dans votre secteur qui est avec une compétence et surtout une concurrence mondiale, il n'est pas là pour jouer, jongler avec des mesures bureaucratiques. Ça coûte combien un IMT? Dealer avec l'intégration. J'ai vu des entrepreneurs payer des billets d'avion, chercher le logement, chercher une garderie, payer le fly-in, fly-out, parfois c'est la région est loin. C'est énorme. Je ne veux pas dire qu'ils sont très, très généreux, nos entrepreneurs. De l'autre côté, ils n'ont pas à faire ça. Ils n'ont pas à attendre des délais où ils doivent jongler avec plusieurs programmes. Ma question avec la planification pluriannuelle aujourd'hui, est-ce qu'on aide vos membres? Est-ce qu'on facilite la vie à nos entrepreneurs, à nos créateurs de richesse? J'ai envie de vous dire qu'on avance dans la bonne direction. Je le pense sincèrement. Je trouve que ce qui est mis sur la table est mieux que ce qu'on avait par le passé qui répondait peu ou pas aux besoins des manufacturiers. Et encore une fois, si on est capable, dans ce qui est proposé via le volet 2 du PSTQ, via le PEC étudiant, de cibler ou de prioriser, le terme c'est de prioriser des métiers manufacturiers qui sont en demande, qui sont reconnus par le ministère de l'Emploi, on va réussir à aider davantage ce secteur-là qui en a besoin. Je reviens à votre question rapidement sur Arima. Ce que je voulais dire tout à l'heure, le PRTQ ne répondait pas nécessairement aux besoins des manufacturiers. Le PSTQ, dans ce qu'il propose, semble être plus intéressant compte tenu du volet 2 qui touche les métiers spécialisés. Je peux juste conclure une chose, que vos besoins, c'est des besoins permanents et la réponse, elle est plus du temporaire que du permanent. On a besoin de plus de travailleurs permanents. Oui, mais vous comprenez la nuance, c'est extrêmement important parce que si on va continuer à avoir deux scénarios, je ne pense pas on risque d'avoir la même discussion dans la prochaine planification pluriannuelle. En fait, pour nous, tout va dépendre du nombre de travailleurs qu'on admet dans les 60 000 qui ont des connaissances et compétences pour répondre aux besoins du manufacturier. C'est très clair, bravo. Capacité d'accueil. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu vos homologues, membres des associations patronales, il y a tout un débat. M. Carl Blackburn démolit complètement la capacité d'accueil. Vous, chez les manufacturiers, le MEC, manufacturier exportateur du Québec, vous en pensez quoi? C'est-à-dire, est-ce que le Québec a la capacité d'accueillir davantage d'immigrants? Oui. Okay. Il y a des gens qui demandent des études, il y a des gens qui disent que la capacité d'accueil est limitée, d'autres est illimitée. Vous en pensez quoi? En fait, ce qu'on en pense, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on a la capacité? La capacité, ça se mesure comment?
Donc, effectivement, d'avoir peut-être des paramètres clairs sur ce qu'on entend par capacité, mais je pense qu'à la base, ce qu'il faut faire, puis je reviens à ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est de mettre en place des tables avec les différents intervenants socio-économiques pour évaluer les besoins concrètement. Aujourd'hui, si vous me dites, en Abitibi, vous avez besoin de combien de travailleurs vous attendez au cours des prochaines années, combien de logements, je ne peux pas y répondre. Il faut commencer par ça pour que les gens puissent se concerter, se parler, et par la suite, qu'on mette en place des plans d'action régionaux pour favoriser la régionalisation de l'immigration. Ouais, c'est aussi. Oui. C'est bon. Votre collègue au Conseil du patronat parlait du test du français. Il nous a mis tous au défi de passer l'examen. Vous pensez quoi que de l'examen, d'ailleurs, c'est en France, c'est pas au Québec, n'est pas fait au Québec. Et qu'est-ce que vous pensez des exigences en français? En fait, le test devrait être un test qui est fait au Québec. Ça va de soi là, pour nous. Qu'est-ce qu'on pense des exigences? Dans le volet 1 à 3, on propose de ramener à un niveau 5 parce qu'effectivement, le niveau 7 est un niveau qui est élevé, que probablement une partie des Québécois, des Franco-Québécois, je n'ai pas le bon terme, mais les gens qui sont nés ici, qui parlent le français ne passeraient pas nécessairement. Donc, pourquoi exiger ça de gens qui arrivent de l'étranger? Puis, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand les gens arrivent avec une connaissance minimale de français, ils réussissent à accélérer leur niveau de français, à augmenter puis à s'intégrer. C'est pourquoi on propose un niveau 5 plutôt qu'un niveau 7 à l'oral et un niveau 5 à l'écrit. Oui. Pensez-vous réellement, en fait, par rapport à vos membres, est-ce qu'ils ont eu des enjeux par rapport à ce test? Est-ce que vous avez perdu des gens à cause de ce test? Je l'ai entendu de différentes entreprises, d'autres groupes, pas seulement des groupes patronaux, que des travailleurs parfois n'arrivaient pas à se qualifier parce qu'ils n'arrivaient pas à passer le test, mais qui étaient quand même fonctionnels. Alors, c'est pourquoi on proposait de réduire le niveau pour élargir le bassin. Je vous remercie. Bien hâte à voir la mise à jour que vous faites de l'analyse des régions. Merci beaucoup à vous deux pour le passage en commission. Merci. Merci. Merci, Monsieur le député. Alors, nous allons terminer nos échanges avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 3 minutes 38 secondes. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Moi, je suis content aussi du volet 2, comme vous, du PSTQ. Je pense que c'est d'une certaine façon l'aveu que la réforme du PEC travailleur de 2020 était erronée. Je pense qu'on vient rétablir ou corriger un petit peu cette affaire-là. Vous parliez de pouvoir choisir des emplois privilégiés ou les prioriser dans le nouveau PSTQ, mais l'ancien système ou le système d'invitation du PRTQ le permettrait ou aurait dû le permettre aussi. On pouvait choisir une CNP et envoyer des invitations avec. Donc, j'espère que cette fois-ci, votre message sera entendu. J'espère que vous pourrez prioriser des CNP et que les invitations seront faites en conséquence. Vous parliez de IMT dénominalisé. Je trouve ça intéressant. Moi, je sais aussi ça existe partout ailleurs qu'au Québec. En fait, dans toutes les provinces, ils l'ont. Ils ont aussi une IMT express pour des besoins express. En 10 jours, on peut avoir une IMT. Comment ça se fait qu'au Québec, on n'est pas capable d'avoir ça puis que toutes les autres provinces canadiennes l'ont? Je ne suis pas en mesure de vous dire pourquoi ce n'est pas possible ou pourquoi le gouvernement ne le fait pas, mais c'est clair, j'y reviens, un EIMT ouvert, dénominalisé, un EIMT express, ça répondrait aux besoins des manufacturiers québécois et c'est certainement des mesures qui faciliteraient et qui favoriseraient l'attraction ou l'arrivée, en fait, des travailleurs dont on a besoin. J'ai été très intéressé par vos avantages, ou en tout cas ce que vous proposez de mettre de l'avant pour les incitatifs financiers pour le PEC région, ou pour un PEC régionalisation, ou pour des façons de régionaliser l'immigration. Nous, en début de semaine, on a mis au jeu ce que j'appelle le PEC régionalisation, justement, un PEC qui prendrait 2 fois moins de temps avant de se qualifier, donc 12 mois de travail au lieu de 24, qui serait ouvert à toutes les catégories d'emploi, donc le 0 ABCD dans l'ancienne CNP, un PEC qui serait traité express, donc pas de délai de traitement ni au provincial ni au fédéral, et finalement qui n'aurait pas de frais de traitement, là, un avantage comparatif sur les autres programmes où des familles peuvent facilement débourser 1 500 $ pour un CSQ. Pensez-vous que c'est ce genre de mesures incitatives qui pourraient être bonifiées avec vos incitatifs financiers là, qui donneraient une chance de régionaliser? En fait, toute mesure qui va permettre de faciliter, accélérer puis simplifier le processus pour les employeurs qui vont chercher des TET seront des mesures qui seront bienvenues. Ce qu'on souhaite, c'est réussir à accueillir le plus rapidement possible des gens en quantité, en qualité, avec les bonnes compétences, que ce soit via le TET ou via l'immigration permanente, et ce, dans toutes les régions du Québec. Alors, toute mesure qui va nous permettre de faciliter, d'accélérer, de donner de la prévisibilité aussi, ce sont des mesures qui seront les bienvenues dans le secteur manufacturier. Vous parlez aussi des inventaires au point 10, les inventaires, là, les arriérés. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre à zéro les inventaires rapidement pour qu'on reparte sur une planification réelle 24-27 ou vous pensez qu'il faut y aller graduellement? Comment vous voyez ça?
Le plus vite on sera en mesure de vider l'inventaire, le plus on sera en mesure d'accueillir puis d'atteindre les seuils qui sont proposés. Et dans toutes les catégories? C'est-à-dire? Économique, familial, refuge, humanitaire, vous pensez qu'on doit remplir? En fait, je vais parler pour le volet économique, en fait, qui est le secteur qui nous concerne aujourd'hui. Et votre délai idéal pour l'obtention de la résidence permanente, ça serait quoi? 6 mois, 12 mois? Ce serait d'avoir un comparable à ce qui se fait dans les autres provinces. Merci beaucoup. Voilà, alors c'est terminé. Madame Proulx, Monsieur Gosselin, merci beaucoup pour votre rapport à nos travaux. Et pour l'heure, je suspends les travaux de la commission jusqu'au mardi 19 septembre 2023 à 9h45. Au plaisir, mes chers collègues.